Souffrez-vous d'une douleur sciatique qui irradie le long de votre jambe et qui ne trouve pas de soulagement durable? Si vous avez plus de 60 ans, sachez que certains facteurs liés à l'âge peuvent aggraver votre douleur sciatique de manière silencieuse et dangereuse. Aujourd'hui, je vais vous révéler des informations cruciales sur le nerf sciatique que tout adulte d'âge mûr devrait connaître, notamment les signes avant-coureurs qui peuvent indiquer de graves complications en l'absence de traitement approprié. J'aimerais savoir d'où vous me regardez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire votre âge et depuis combien de temps vous souffrez de sciatique. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de précieux conseils sur la santé et le bien-être après 60 ans. Le nerf sciatique est le nerf le plus long et le plus volumineux du corps humain. Il s'étend du bas du dos jusqu'aux orteils. Il naît des racines nerveuses de la colonne lombaire, plus précisément des vertèbres L4 et L5, ainsi que des 3 premières vertèbres sacrées. Chez les personnes de plus de 60 ans, ce nerf devient particulièrement vulnérable en raison d'une série de changements physiologiques naturels liés au vieillissement, qui passent souvent inaperçus jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable. Statistiquement, environ 40% des personnes développent une sciatique au cours de leur vie, mais ce pourcentage atteint le chiffre stupéfiant de 85% chez les plus de 60 ans. Ce n'est pas un hasard. Le vieillissement naturel entraîne d'importants changements structurels au niveau de la colonne vertébrale, créant un environnement propice à la compression du nerf sciatique. Parmi ces changements, on note la déshydratation des disques intervertébraux qui perdent jusqu'à 20% de leur teneur en eau après 60 ans, ce qui les rend moins flexibles et plus sujets aux protubérances et aux hernies susceptibles de comprimer le nerf sciatique. De plus, l'épaississement des ligaments spinaux, appelé hypertrophie ligamentaire, réduit l'espace disponible pour le passage du nerf, créant une affection appelée sténose spinale. Cette affection touche plus de 60% des adultes de plus de 65 ans, bien que beaucoup ne présentent initialement aucun symptôme. La croissance d'ostéophytes, communément appelée bec de perroquet, contribue également au rétrécissement de l'espace nerveux et peut exercer une pression directe sur le nerf sciatique. Les muscles paravertébraux et fessiers subissent également des modifications importantes après 60 ans. La sarcopénie, perte naturelle de masse musculaire liée à l'âge, affecte particulièrement les muscles stabilisateurs de la colonne vertébrale. Des études montrent que les personnes de plus de 60 ans perdent en moyenne 3 à 8% de leur masse musculaire tous les 10 ans, et que cette perte s'accélère après 70 ans. Lorsque les muscles soutenant la colonne vertébrale s'affaiblissent, la charge supplémentaire pèse sur les structures passives telles que les disques, les ligaments et les articulations, augmentant considérablement le risque de compression du nerf sciatique. Mais ce qui rend cette situation encore plus préoccupante pour les plus de 60 ans, ce sont les facteurs de risque spécifiques à l'âge, qui peuvent transformer une simple douleur sciatique en une affection invalidante. L'ostéoporose, présente chez plus de 30% des femmes et 20% des hommes de plus de 60 ans, fragilise les os de la colonne vertébrale et les rend plus sujets aux fractures par compression. Ces fractures peuvent altérer radicalement l'anatomie de la colonne vertébrale et comprimer le nerf sciatique d'une manière que les traitements conventionnels ne parviennent pas toujours à résoudre. Le diabète de type 2, qui touche environ 25% des adultes de plus de 60 ans, constitue un autre facteur de risque majeur. Une glycémie élevée provoque une neuropathie diabétique, une affection qui rend les nerfs, dont le nerf sciatique, plus sensibles à la douleur et moins aptes à récupérer après une blessure. Lorsque la neuropathie diabétique s'associe à une compression mécanique du nerf sciatique, la douleur qui en résulte peut être atroce et extrêmement résistante aux traitements conventionnels. Les changements hormonaux jouent également un rôle clé. Chez les femmes ménopausées, la baisse du taux d'œstrogène affecte non seulement la densité osseuse, mais aussi l'hydratation des disques intervertébraux et l'élasticité des ligaments spinaux. Les œstrogènes possèdent des propriétés anti-inflammatoires naturelles, et leur diminution peut intensifier les processus inflammatoires affectant le nerf sciatique. Chez les hommes, la baisse progressive du taux de testostérone après 60 ans est associée à une perte de masse musculaire et à une diminution de la densité osseuse, créant des conditions de vulnérabilité similaires. Ce que beaucoup de personnes âgées ignorent, c'est que la douleur sciatique après 60 ans présente souvent des caractéristiques différentes de celles observées chez les personnes plus jeunes. Alors que les jeunes ressentent généralement une douleur aiguë et localisée, les personnes âgées peuvent développer une douleur diffuse, une sensation de brûlure persistante.
un engourdissement progressif et même une faiblesse musculaire importante dans la jambe affectée. Ces symptômes peuvent être attribués à tort au vieillissement normal, ce qui retarde le diagnostic et le traitement. Le premier facteur critique que toute personne de plus de 60 ans devrait connaître est le syndrome du piriforme lié à l'âge. Cette affection devient considérablement plus fréquente et dangereuse après 60 ans, mais est rarement correctement diagnostiquée par les professionnels de santé. Le muscle piriforme est un petit muscle situé profondément dans la région fessière. Il assure la rotation externe de la hanche et stabilise le bassin pendant la marche. Chez environ 15% de la population, le nerf sciatique traverse directement ce muscle, mais chez les personnes de plus de 60 ans, des altérations structurelles spécifiques rendent cette anatomie beaucoup plus problématique. Avec l'âge, le muscle piriforme subit un processus appelé fibrose musculaire, au cours duquel le tissu musculaire sain est progressivement remplacé par du tissu fibreux moins élastique. Cette transformation entraîne une perte de la capacité du muscle à se relâcher complètement, le maintenant dans un état de contraction partielle constante. Dans ce cas, tout nerf sciatique traversant ou à proximité du piriforme est soumis à une pression constante, provoquant une douleur pouvant être confondue avec une hernie discale ou d'autres affections plus graves. Des études récentes montrent que le syndrome du piriforme est responsable de jusqu'à 30% des cas de sciatique chez les personnes de plus de 65 ans, mais seulement 8% reçoivent un diagnostic initial correct. En effet, les symptômes peuvent être très similaires à ceux d'autres affections, et de nombreux médecins méconnaissent les modifications spécifiques que le vieillissement provoque dans ce muscle. La fibrose du piriforme est accélérée par des facteurs courants liés à l'âge, tels qu'une sédentarité prolongée, l'arthrite des hanches et même l'utilisation de cannes ou de déambulateurs qui altèrent la démarche. Ce qui rend cette affection particulièrement insidieuse est son évolution progressive au fil des ans. De nombreuses personnes commencent par une légère gêne au niveau des fessiers, qui s'aggrave progressivement, notamment en cas de position assise prolongée ou de levée de chaise. Avec le temps, cette douleur irradie le long de la jambe, suivant précisément le trajet du nerf sciatique. La principale différence réside dans le fait que, si la douleur sciatique causée par une hernie discale s'améliore généralement au repos, le syndrome du piriforme lié à l'âge a tendance à s'aggraver en cas d'inactivité prolongée. Le diagnostic précoce de cette affection est crucial, car son traitement est totalement différent de celui utilisé pour les autres causes de sciatique. Les thérapies traditionnelles, comme les anti-inflammatoires et la kinésithérapie conventionnelle, peuvent aggraver la situation si elles ne sont pas spécifiquement adaptées à la fibrose du piriforme. Le muscle fibrotique répond mieux aux techniques spécifiques de relâchement myofacial, aux étirements ciblés et au renforcement excentrique qui aident à dissoudre les adhérences fibreuses et à restaurer l'élasticité musculaire. Le deuxième facteur critique est la sténose lombaire dégénérative, une affection qui touche silencieusement plus de 70% des personnes de plus de 70 ans, mais qui peut rester asymptomatique pendant des années avant de provoquer une sciatique dévastatrice. La sténose lombaire désigne le rétrécissement du canal rachidien par lequel passe la moelle épinière et les racines nerveuses qui forment le nerf sciatique. Ce rétrécissement est dû à l'épaississement de structures qui se détériorent naturellement avec l'âge. Les disques intervertébraux perdent de la hauteur, le ligament jaune s'hypertrophie et les facettes articulaires développent une arthrose avec formation d'ostéophytes. Le processus dégénératif débute insidieusement vers 50 ans, mais s'accélère considérablement après 60 ans. Initialement, le canal rachidien conserve un espace suffisant pour accueillir les structures nerveuses, malgré ces modifications. Cependant, il arrive un point critique où l'espace disponible devient insuffisant, et tout mouvement ou posture réduisant davantage cet espace provoque une compression des racines du nerf sciatique. Ce phénomène explique pourquoi de nombreuses personnes de plus de 60 ans développent une douleur sciatique qui s'aggrave considérablement à la marche ou en station debout prolongée, mais s'améliore considérablement en position assise ou penchée en avant. La claudication neurogène, symptôme caractéristique de la sténose spinale, est souvent confondue avec des problèmes vasculaires chez les personnes âgées. Les patients décrivent des douleurs, un engourdissement et une faiblesse dans les jambes qui apparaissent après une certaine distance de marche et ne sont soulagés qu'en s'asseyant ou en se penchant en avant, par exemple pour pousser un chariot. Cette position fléchie augmente le diamètre du canal rachidien jusqu'à 25%, soulageant temporairement la compression nerveuse.
Ce qui rend la sténose spinale particulièrement dangereuse chez les personnes de plus de 60 ans, c'est son évolution inévitable en l'absence de traitement approprié. Contrairement à d'autres causes de sciatique, qui peuvent être épisodiques, la sténose spinale a tendance à s'aggraver progressivement, limitant de plus en plus la capacité à marcher et à effectuer les activités quotidiennes. Des études longitudinales montrent que les personnes atteintes de sténose spinale symptomatique et ne recevant pas de traitement adéquat voient leur distance de marche diminuer de 40% tous les 2 ans. Un diagnostic précoce de sténose spinale est crucial, car les traitements conservateurs sont très efficaces lorsqu'ils sont mis en œuvre dès les premiers stades. Des exercices spécifiques de flexion vertébrale, de renforcement musculaire et des techniques de décompression peuvent ralentir considérablement la progression de la maladie et maintenir la fonction pendant de nombreuses années. De plus, un diagnostic précoce permet de planifier des interventions plus invasives, si nécessaire, à un stade où le patient dispose encore de bonnes réserves fonctionnelles. Le troisième facteur critique qui mérite une attention particulière est l'instabilité segmentaire lombaire liée à l'âge, une affection dans laquelle un ou plusieurs segments de la colonne lombaire perdent leur capacité à maintenir une position normale lors des mouvements. Cette instabilité résulte de la dégénérescence combinée des disques intervertébraux, des facettes articulaires et des ligaments de soutien, créant des mouvements anormaux entre les vertèbres pouvant comprimer par intermittence les racines du nerf sciatique. Après 60 ans, les disques intervertébraux perdent non seulement de leur épaisseur, mais aussi leur capacité à contrôler les mouvements entre les vertèbres. Le noyau pulpeux se déshydrate et l'anneau fibreux se fissure, ce qui favorise les mouvements excessifs. Simultanément, les facettes articulaires développent de l'arthrose, perdant ainsi leur capacité à guider correctement les mouvements vertébraux. Il en résulte un segment vertébral aux mouvements irréguliers et imprévisibles, pouvant légèrement glisser lors des activités normales. Cette instabilité segmentaire crée une situation unique où la douleur sciatique peut être intermittente et liée à des positions spécifiques. Les patients signalent souvent que certains mouvements, comme la rotation du tronc ou l'inclinaison vers l'avant, déclenchent une douleur intense qui irradie le long de la jambe, mais qui peut disparaître complètement une fois la position neutre revenue. Cette variabilité des symptômes perturbe souvent les patients et les professionnels de santé, ce qui entraîne des erreurs de diagnostic et un traitement inefficace. Le premier signe avant-coureur nécessitant une consultation médicale immédiate chez les personnes de plus de 60 ans est le syndrome de la queue de cheval, une urgence neurologique pouvant entraîner une paralysie permanente et une perte de contrôle du sphincter en l'absence de traitement dans les 48 heures. La queue de cheval désigne le faisceau de nerfs qui s'étend de la moelle épinière à la région lombaire inférieure, formant une structure semblable à une queue de cheval. Chez l'adulte d'âge mûr, cette région devient particulièrement vulnérable en raison du rétrécissement progressif du canal rachidien et de la propension accrue au développement d'hernies discales centrales massives. Ce qui rend cette affection particulièrement insidieuse chez les personnes de plus de 60 ans, c'est que les symptômes initiaux peuvent être légers et facilement confondus avec une douleur sciatique normale qui s'aggrave. Les premiers signes incluent une douleur sciatique bilatérale, c'est-à-dire qu'elle touche les 2 jambes simultanément, ce qui est rare dans les cas courants de sciatique. Cette douleur bilatérale indique une compression centrale massive affectant simultanément plusieurs racines nerveuses. Des études montrent que chez les personnes de plus de 65 ans, le syndrome de la queue de cheval se présente de manière plus insidieuse, avec des symptômes qui peuvent se développer sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, contrairement à la manifestation aiguë typique chez les personnes plus jeunes. Les modifications de la sensibilité périnéale, appelées anesthésie de selle, sont un autre signe majeur que tout adulte mature devrait connaître. Cette zone comprend les parties génitales, l'anus et l'intérieur des cuisses, soit toutes les zones qui seraient en contact avec une selle si l'on montait à cheval. Une perte de sensibilité dans cette région indique une compression importante des nerfs qui contrôlent ces zones et peut précéder une perte de contrôle de la vessie et des intestins. Chez les personnes âgées, cette modification peut être progressive et initialement confondue avec des problèmes urologiques ou intestinaux liés à l'âge, ce qui retarde dangereusement le diagnostic. Les modifications de la fonction vésicale sont l'un des signes les plus critiques et souvent négligés. Chez l'adulte mature, ces changements peuvent se manifester par une diminution de la force du jet urinaire, une sensation de vidange incomplète de la vessie ou un besoin d'effort pour uriner.
Nombreux sont ceux qui attribuent à tort ces symptômes à des problèmes de prostate chez l'homme ou à des variations hormonales chez la femme, ignorant qu'ils peuvent être liés à une compression neurologique. La rétention urinaire aiguë, qui se manifeste par l'impossibilité d'uriner malgré l'envie, constitue une urgence absolue nécessitant une intervention chirurgicale de décompression immédiate. Le deuxième signe d'alerte crucial est une faiblesse motrice progressive, notamment lorsqu'elle touche des muscles spécifiques, indiquant une compression de racines nerveuses spécifiques. Chez les personnes de plus de 60 ans, cette faiblesse peut se développer progressivement et peut initialement être attribuée au vieillissement normal ou à un déconditionnement physique. Cependant, il existe une différence fondamentale entre la faiblesse liée à l'âge et la faiblesse neurologique. La première affecte des groupes musculaires de manière généralisée, tandis que la seconde affecte des muscles spécifiques innervés par des racines nerveuses spécifiques. La faiblesse du muscle tibial antérieur, responsable de la levée du gros orteil, est l'un des signes les plus précoces et les plus spécifiques de compression de la racine L4. Cette faiblesse se manifeste initialement par une difficulté à marcher sur la pointe des pieds ou des trébuchements fréquents dus à l'incapacité de lever correctement le gros orteil. De nombreux adultes d'âge mûr développent ce qu'on appelle une marche en chausse-pied, où ils traînent légèrement le pied au sol ou doivent lever excessivement le genou pour empêcher le gros orteil de toucher le sol. Ce changement ne doit jamais être considéré comme un signe normal de vieillissement et nécessite une évaluation neurologique urgente. Une faiblesse des muscles fléchisseurs plantaires, qui contrôlent la capacité à se tenir sur la pointe des pieds, indique une compression des racines nerveuses S1 et S2. Cette faiblesse est particulièrement dangereuse chez les personnes âgées car elle altère considérablement l'équilibre et augmente considérablement le risque de chute. L'incapacité à se tenir sur la pointe des pieds pendant plus de 10 secondes ou à effectuer des mouvements répétés de la pointe des pieds indique une faiblesse neurologique importante qui nécessite une évaluation immédiate. Des études montrent que les adultes de plus de 65 ans qui développent une faiblesse des muscles fléchisseurs plantaires due à une compression neurologique présentent un risque accru de 300% de chute grave dans les 6 mois suivants. Le troisième signe d'alerte majeur est l'altération des réflexes tendineux, en particulier des réflexes achilléens et rotuliens. Chez les personnes de plus de 60 ans, l'évaluation de ces réflexes est d'autant plus importante que même de légères altérations peuvent indiquer une compression neurologique progressive avant l'apparition de symptômes plus évidents. Le réflexe achilléen, testé en tapotant le tendon d'Achille avec un marteau neurologique, évalue l'intégrité des racines nerveuses S1 et S2. Une diminution ou une absence de ce réflexe d'un côté par rapport à l'autre indique une compression importante de ces racines. Ce qui rend cette évaluation particulièrement pertinente chez les adultes matures, c'est que les modifications réflexes peuvent être le premier et le seul signe de compression nerveuse au stade précoce, avant l'apparition d'une douleur ou d'une faiblesse intense. Cela offre une fenêtre d'opportunité pour une intervention précoce susceptible de prévenir une détérioration neurologique permanente. Le réflexe rotulien, testé en tapotant le tendon rotulien sous la rotule, évalue les racines L2, L3 et L4. Des modifications de ce réflexe peuvent indiquer une compression au niveau supérieur du rachis lombaire. L'asymétrie réflexe est particulièrement significative. Lorsqu'un réflexe est présent et normal d'un côté, mais diminué ou absent de l'autre, cela indique clairement une atteinte neurologique unilatérale nécessitant des investigations. Chez les personnes de plus de 60 ans, cette asymétrie ne doit jamais être attribuée au vieillissement normal, car le vieillissement affecte les deux côtés de manière égale. L'enregistrement sérié de ces réflexes au fil du temps permet de détecter une détérioration neurologique progressive et d'adapter le traitement en conséquence. Le quatrième signe d'alerte critique est une modification du schéma douloureux, notamment lorsque la sciatique devient constante et insensible aux changements de position ou aux traitements habituels. Chez l'adulte mature, la sciatique classique s'améliore généralement avec le repos, les changements de position ou la prise d'anti-inflammatoires. Lorsque la douleur devient constante, présente même pendant le repos nocturne et insensible aux traitements conservateurs habituels, elle peut indiquer une compression neurologique sévère, voire des pathologies plus graves comme des tumeurs ou des infections. Les douleurs nocturnes qui réveillent le patient sont particulièrement préoccupantes. La douleur sciatique liée à des problèmes mécaniques de la colonne vertébrale s'améliore généralement au repos et s'aggrave avec l'activité.
Si la douleur persiste, voire s'aggrave pendant le sommeil, surtout si elle réveille le patient, cela fait suspecter des processus non mécaniques tels que des tumeurs, des infections ou une inflammation sévère nécessitant des examens d'imagerie approfondis et éventuellement une biopsie. Le protocole de prévention primaire, spécifiquement destiné aux adultes d'âge mûr, repose sur le concept de réserve neurologique, terme qui désigne la capacité du système nerveux à résister aux blessures et à récupérer après un traumatisme. Après 60 ans, cette réserve diminue significativement en raison des changements physiologiques naturels, rendant essentielle la mise en œuvre de stratégies préventives spécifiques pour compenser ces limitations. Le premier volet de ce protocole est le programme de mobilité vertébrale progressive, spécifiquement conçu pour maintenir la souplesse des structures périphériques aux nerfs sciatiques sans surcharger une colonne vertébrale déjà vulnérable. Ce programme débute par des mouvements de mobilisation doux de la colonne lombaire sur une courte amplitude, visant à maintenir l'hydratation des disques intervertébraux par des mouvements contrôlés favorisant la diffusion des nutriments. La technique du pompage discal implique des mouvements lents et contrôlés de flexion et d'extension de la colonne lombaire, chaque position étant maintenue pendant 5 à 10 secondes, répétée 10 à 15 fois, 3 fois par jour. Ces mouvements doivent être effectués dans une amplitude de mouvement indolore, sans jamais dépasser la zone de confort. Des études biomécaniques démontrent que ce type de mouvement cyclique augmente alternativement la pression intradiscale positive et négative, favorisant ainsi l'apport de nutriments et l'élimination des sous-produits métaboliques des disques intervertébraux. La mobilisation spécifique du nerf sciatique chez les personnes âgées nécessite des techniques adaptées qui tiennent compte de la diminution de l'élasticité du nerf et de sa sensibilité accrue à l'irritation. La technique de glissement neuronal modifiée pour les personnes âgées commence par une position allongée sur le dos, une jambe étendue au sol et l'autre légèrement relevée jusqu'à ressentir un léger étirement à l'arrière de la cuisse. Plutôt que de forcer une plus grande amplitude de mouvement, le mouvement consiste à fléchir et étendre doucement la cheville de la jambe levée, créant ainsi un glissement doux du nerf sciatique sans contrainte mécanique excessive. Ce mouvement doit être effectué 20 à 30 fois, 2 fois par jour, en respectant toujours le seuil d'inconfort tolérable. La stabilisation du plancher pelvien chez l'adulte mature diffère sensiblement de l'approche utilisée chez les jeunes adultes. L'accent est mis sur des exercices de haute intensité plutôt que sur une activation continue et de faible intensité qui peut être maintenue tout au long de la journée. L'exercice de respiration abdominale profonde avec activation du plancher pelvien illustre cette approche. Assis sur une chaise, le dos soutenu, le patient place une main sur sa poitrine et l'autre sur son abdomen. Inspire lentement par le nez, ne laissant bouger que la main sur son abdomen, contractant doucement les muscles du plancher pelvien comme pour arrêter l'écoulement de l'urine. Cette contraction doit être maintenue 10 secondes et répétée 10 fois, plusieurs fois par jour. Le renforcement des muscles fessiers est crucial pour les adultes d'âge mûr, car ces muscles deviennent souvent inactifs en raison d'un mode de vie sédentaire, un phénomène connu sous le nom d'amnésie fessière. Le grand fessier est le principal stabilisateur du bassin, et sa faiblesse nécessite des mouvements compensatoires qui peuvent surcharger la colonne lombaire et comprimer le nerf sciatique. L'exercice du pont fessier modifié s'effectue allongé sur le dos, les genoux fléchis et les pieds à plat au sol. Contractez les fessiers pour décoller les hanches du sol en maintenant une ligne droite des genoux aux épaules. Pour les adultes d'âge mûr, l'accent est mis sur la qualité de la contraction fessière et non sur la hauteur de la contraction. La contraction doit être maintenue pendant 5 à 10 secondes, répétée 15 à 20 fois, 2 fois par jour. Le protocole de prise en charge de la douleur aiguë chez les adultes d'âge mûr reconnaît que la réponse inflammatoire est souvent exagérée et prolongée dans cette population. Le principe Peace and Love, adapté à la tranche d'âge mûr, guide le traitement initial. Peace implique une action immédiate. Protéger la zone affectée en évitant les mouvements qui aggravent la douleur. Surélever la jambe affectée autant que possible pour réduire l'œdème. Éviter les anti-inflammatoires pendant les 48 premières heures afin de ne pas perturber le processus naturel de cicatrisation. Appliquer une légère compression avec un bandage élastique en cas d'œdème. Et informer les patients des signes avant-coureurs nécessitant une prise en charge médicale immédiate. Love représente les actions pour une récupération à long terme.
Optimisez progressivement la charge par des mouvements contrôlés et progressifs. Favorisez la vascularisation par des activités cardiovasculaires à faible impact et adaptées à l'âge. Et réalisez des exercices progressifs qui respectent les limitations fonctionnelles spécifiques des adultes matures. Pour les personnes de plus de 60 ans, la phase de optimisation de la charge doit être particulièrement rigoureuse, en commençant par des mouvements indolores et en progressant très progressivement sur plusieurs semaines ou mois et non sur plusieurs jours. La prise en charge pharmacologique des personnes âgées nécessite une attention particulière en raison des modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques liées à l'âge. Le foie et les reins, responsables du métabolisme et de l'élimination des médicaments, fonctionnent moins efficacement après 60 ans, ce qui augmente le risque d'accumulation et d'effets indésirables. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, couramment utilisés pour la sciatique, présentent des risques significativement plus élevés chez les personnes âgées, notamment des saignements gastro-intestinaux, une insuffisance rénale et des interactions avec les médicaments cardiaques fréquemment utilisés dans cette tranche d'âge. Parmi les alternatives plus sûres, on peut citer l'utilisation judicieuse du paracétamol en première intention pour les douleurs légères à modérées, en respectant toujours la dose maximale de 3 grammes par jour chez l'adulte en bonne santé, mais en la réduisant à 2 grammes chez les patients présentant une insuffisance hépatique ou une consommation excessive d'alcool. Les myorelaxants doivent être évités ou utilisés avec une extrême prudence en raison du risque accru de chute, de confusion mentale et d'interactions médicamenteuses. Si nécessaire, ils doivent être prescrits à la dose minimale efficace et pour la durée la plus courte possible, de préférence pas plus de 7 à 10 jours. L'application de chaud et de froid doit suivre des protocoles spécifiques aux peaux matures, dont la sensibilité thermique est moindre et le risque de brûlure plus élevé. La cryothérapie doit être appliquée pendant des périodes ne dépassant pas 15 minutes, avec une barrière textile entre la glace et la peau et un contrôle du teint toutes les 5 minutes. La thermothérapie doit être effectuée à des températures plus basses que pour les sujets plus jeunes, ne dépassant pas 40 degrés et pendant des périodes limitées à 20 minutes afin d'éviter une vasodilatation excessive, susceptible de provoquer une hypotension orthostatique chez les adultes matures. Le protocole de retour aux activités quotidiennes suit le principe de la progression fonctionnelle par étapes, où chaque niveau d'activité est maîtrisé avant de passer au suivant. Le premier niveau comprend les activités quotidiennes de base comme s'habiller, se laver et se déplacer dans la maison pendant de courtes périodes. Le deuxième niveau ajoute des tâches ménagères légères comme la préparation de repas simples et le ménage qui n'impliquent pas de flexion excessive ni de port de charges lourdes. Le troisième niveau comprend les activités communautaires comme la conduite automobile pendant de courtes périodes, les courses et la participation à des activités sociales. Chaque niveau doit être maintenu pendant au moins une semaine sans aggravation des symptômes avant de passer au suivant. Aménager le domicile est un aspect crucial de la prévention secondaire chez les personnes âgées. Cela comprend l'élévation du siège des toilettes pour réduire la flexion lombaire, l'installation de barres d'appui dans les salles de bain, l'utilisation de pantoufles à longs manches pour éviter de se pencher excessivement et le réaménagement des placards pour ranger les objets fréquemment utilisés à une hauteur accessible sans avoir à s'accroupir ni à se pencher. Ces aménagements réduisent non seulement le risque de poussée de sciatique, mais aussi significativement le risque de chute, une préoccupation majeure chez les personnes âgées atteintes de sciatique qui peut altérer l'équilibre et la proprioception. Pour les personnes âgées atteintes de sciatique, il est primordial de reconnaître que cette affection représente bien plus qu'un simple inconfort passager. Après 60 ans, la sciatique est souvent le signe de modifications structurelles importantes de la colonne vertébrale, qui, si elles ne sont pas correctement prises en charge, peuvent entraîner une détérioration fonctionnelle progressive et une perte substantielle de qualité de vie. Il est essentiel de comprendre que le vieillissement ne rend pas la sciatique inévitable ou incurable, mais nécessite plutôt une approche plus sophistiquée et personnalisée, tenant compte des limitations et des vulnérabilités spécifiques de cette tranche d'âge. L'interaction entre la sciatique et d'autres affections courantes chez les personnes âgées crée un contexte complexe nécessitant une prise en charge multidisciplinaire. La coexistence du diabète sucré, de l'hypertension, de l'ostéoporose et de l'arthrite peut avoir un impact significatif sur le tableau clinique et les options thérapeutiques disponibles. Par exemple, la neuropathie diabétique peut masquer ou intensifier les symptômes de la sciatique, rendant le diagnostic différentiel extrêmement difficile.
Les patients diabétiques atteints de sciatique peuvent présenter des symptômes plus graves et une récupération plus lente en raison d'une altération de la cicatrisation nerveuse et d'une plus grande propension au processus inflammatoire chronique. L'ostéoporose est une préoccupation particulièrement importante, car elle limite considérablement les possibilités d'exercice et de manipulation vertébrale. Les exercices impliquant flexion, rotation ou impact rachidien doivent être évités ou considérablement modifiés afin de prévenir les fractures vertébrales par tassement. Paradoxalement, l'inactivité physique visant à protéger la colonne vertébrale ostéoporotique peut accélérer la perte osseuse et le déconditionnement musculaire, créant ainsi un cercle vicieux de détérioration fonctionnelle. La solution réside dans des programmes d'entraînement supervisés mettant l'accent sur le renforcement isométrique, des exercices de résistance progressifs avec des charges adaptées et des activités favorisant l'équilibre et la proprioception sans surcharger la colonne vertébrale vulnérable. La polymédication, fréquente chez les personnes âgées qui prennent fréquemment plusieurs médicaments pour différentes affections, nécessite une attention particulière dans la prise en charge de la sciatique. De nombreux médicaments utilisés pour traiter d'autres affections peuvent interférer avec le traitement de la sciatique ou en aggraver les symptômes. Les diurétiques peuvent provoquer une déshydratation, ce qui a un impact négatif sur la santé des disques intervertébraux. Les bêta-bloquants peuvent réduire la capacité d'exercice. Les sédatifs et les anxiolytiques peuvent augmenter le risque de chute chez les patients souffrant déjà de douleurs et de limitations fonctionnelles. Un bilan médicamenteux approfondi est essentiel pour identifier les interactions potentielles et optimiser le traitement. La nutrition devient de plus en plus importante chez les personnes âgées atteintes de sciatique en raison des besoins accrus en nutriments nécessaires à la réparation neuronale et à la réduction de l'inflammation, associés à une absorption souvent altérée et à une diminution de l'appétit fréquente dans cette tranche d'âge. L'apport en protéines devient particulièrement crucial, les besoins augmentant jusqu'à 1,2 à 1,6 g par kilogramme de poids corporel pour lutter contre la sarcopénie et favoriser la récupération neuronale. Des sources de protéines de haute qualité doivent être réparties tout au long de la journée pour optimiser la synthèse des protéines musculaires. Les acides gras oméga 3, notamment l'EPA et le DHA, présentent de puissants effets anti-inflammatoires qui peuvent réduire l'inflammation neuronale et favoriser la récupération. La dose recommandée est de 2 à 3 grammes par jour, de préférence d'origine marine. Les précautions et contre-indications spécifiques pour les adultes matures atteints de sciatique reflètent la vulnérabilité accrue de cette population aux complications et sa faible capacité physiologique à tolérer des traitements agressifs. Les manipulations vertébrales à haute vélocité et faible amplitude doivent être évitées ou pratiquées avec une extrême prudence en raison du risque accru de fractures vertébrales, de lésions artérielles et d'aggravation de la sténose spinale. Le massage des tissus profonds peut être contre-indiqué chez les patients sous anticoagulants en raison du risque d'échymose importante. L'exercice physique de haute intensité peut précipiter des événements cardiovasculaires chez les patients présentant une cardiopathie sous-jacente non diagnostiquée, fréquente dans cette tranche d'âge. L'application de chaleur doit tenir compte de la sensibilité thermique réduite et de la fragilité cutanée des adultes d'âge mûr. Des températures confortables pour les jeunes peuvent provoquer des brûlures sur les peaux matures. Les appareils chauffants ne doivent jamais être appliqués directement sur la peau et la température doit être surveillée attentivement. Les patients atteints de neuropathie périphérique, fréquentes chez les diabétiques, sont particulièrement exposés aux brûlures thermiques en raison d'une sensibilité réduite. L'hydrothérapie, bien que bénéfique, nécessite des précautions particulières concernant la température de l'eau et le risque de chute sur des surfaces mouillées. Le moment opportun pour consulter un médecin est crucial pour les personnes âgées, car la marge d'intervention efficace peut être plus étroite que pour les jeunes adultes. Toute modification soudaine de l'intensité, de la localisation ou de la nature de la douleur doit être évaluée immédiatement. L'apparition d'une faiblesse progressive, de modification de la fonction vésicale ou intestinale, ou d'une douleur qui ne répond pas aux mesures conservatrices dans les 48 à 72 heures, nécessite une évaluation médicale urgente. La présence de fièvre associée à une sciatique peut indiquer une infection vertébrale, une urgence médicale nécessitant un traitement antibiotique immédiat. Les adultes d'âge mûr doivent consulter un médecin si une sciatique perturbe significativement le sommeil pendant plus de 3 nuits consécutives. Le manque de sommeil peut entraîner divers problèmes de santé, notamment des troubles cognitifs, un risque accru de chute et l'aggravation de pathologies préexistantes.
Tout antécédent de cancer, même lointain, nécessite une investigation immédiate afin d'exclure des métastases vertébrales. Une perte de poids involontaire associée à une sciatique peut indiquer une affection maligne sous-jacente et nécessite un bilan oncologique urgent. Le protocole de mise en œuvre pour les adultes d'âge mûr doit être initié progressivement et sous supervision adéquate. La première semaine doit être exclusivement consacrée à l'information sur la pathologie, aux modifications environnementales et aux techniques de base de soulagement de la douleur. La deuxième semaine introduit des mouvements d'amplitude articulaire doux et non fatigants. Les troisième et quatrième semaines ajoutent des exercices de renforcement musculaire de faible intensité. Ce n'est qu'après 4 semaines de mise en œuvre réussie qu'une augmentation de l'intensité ou de la complexité du programme peut être envisagée. Ce programme étendu reconnaît que les adultes d'âge mûr ont besoin de plus de temps pour s'adapter au niveau neuronal et tissulaire, mais il offre également une meilleure adhésion à long terme lorsque les progrès sont progressifs et durables. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et avez acquis des informations précieuses sur les traitements spécifiques que chaque adulte mature devrait adopter pour la douleur sciatique, cliquez sur « J'aime » pour que davantage de personnes de votre âge puissent accéder à ces informations cruciales. Laissez un commentaire détaillé décrivant votre expérience de la douleur sciatique, votre âge, depuis combien de temps vous vivez avec cette maladie et les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées. Ces témoignages sont extrêmement précieux pour les autres spectateurs qui pourraient être confrontés à des situations similaires et qui se sentiront moins seuls dans leur parcours de guérison. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir du contenu spécialisé sur la santé des seniors, axé sur des solutions pratiques et fondées sur des données probantes, efficaces pour les plus de 60 ans. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis de votre âge ou vos proches qui pourraient en bénéficier. Une information rapide permet souvent d'éviter de graves complications et d'améliorer considérablement la qualité de vie d'un proche. Dites-nous dans les commentaires quels sujets spécifiques liés à la santé du nerf sciatique et de la colonne vertébrale vous souhaiteriez voir abordés dans la prochaine vidéo, en vous concentrant toujours sur les besoins et les spécificités des adultes matures. Vos suggestions guideront notre contenu et nous permettront d'aborder les sujets qui vous tiennent le plus à cœur, à vous et à votre famille.